Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette avant-dernière semaine de l'année. Ces derniers mois, depuis l'annonce de l'arrivée de bébé 4 dans notre vie, nous avons reçu énormément de questions quant à l'accouchement à la maison. J'ai essayé de les regrouper, d'y ajouter les dernières reçues sur Instagram auxquelles je n'aurais pas encore répondu, et j'ai décidé de prendre le temps de vous faire une vidéo pour revenir sur nos expériences de naissance en dehors du milieu hospitalier, mais aussi la préparation de ces accouchements à la maison. Alors c'est parti, bienvenue dans cette avant-dernière semaine de décembre, et bienvenue à Partolandia, comme le dirait si justement ma douce sage-femme. Bon, je suis super contente de pouvoir prendre le temps de répondre à toutes les questions qui m'ont un peu été posées et auxquelles on a répondu parfois rapidement ou pas forcément trop en détail parce que c'est toujours un très long sujet à tout ce qui touche l'accouchement à la maison et particulièrement la préparation à l'accouchement à la maison. Donc il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées ces derniers mois, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt en introduction de la vidéo. Donc voilà, avant qu'il ne soit trop tard, je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions qui nous ont été posées et de vous expliquer un petit peu comment nous on le gère, comment est-ce qu'on prépare tout ça. Tout ce dont je vais vous parler, c'est juste notre avis, ça ne veut pas dire que ce soit toujours comme ça ne veut pas dire qu'on ait raison, c'est vraiment juste un partage d'expérience avec les accouchements à la maison qu'on a vécu jusque-là en dehors des milieux hospitaliers et comment est-ce qu'on les a tous préparés, particulièrement comment est-ce qu'on prépare celui-là qui est du coup le 4e. Alors du coup j'ai fait une petite liste de questions, j'ai essayé de regrouper tout ça. Quel matériel faut-il prévoir pour un accouchement à la maison? Alors il faut savoir que quand on prépare un accouchement à la maison, la première chose ça va être d'abord de trouver sa sage-femme. Ce qui n'est pas forcément toujours très facile en France selon les régions dans lesquelles on se trouve, et chaque sage-femme a sa liste de matériel à prévoir pour un accouchement à la maison. Donc on ne se retrouve pas livré à soi-même à devoir préparer plein de trucs sans savoir de quoi est-ce qu'on va avoir besoin. Je vais vous emmener dans la buanderie qu'on a transformée et qui a pour vocation d'être la pièce la plus proche de la salle de bain, justement pour pouvoir faciliter les déplacements au cas où je serai dans la douche ou dans la baignoire lorsque le bébé naît, pour vraiment faire limiter les mouvements le plus possible. Donc on l'a complètement aménagé pour pouvoir recevoir bébé, et on a aussi installé toutes les affaires dont on aura potentiellement besoin à cet endroit-là. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que nous on a préparé. C'est finalement plus ou moins la même chose que ce qu'on avait préparé pour Timothy au Canada, que ce qu'on a préparé pour Louison il y a 4 ans. En dehors du fait que Louison, on avait déplacé cette caisse à la plage pour pouvoir tout avoir avec nous au niveau de l'endroit où il allait naître. Mais au final ce sont plus ou moins toujours les mêmes choses qui reviennent, donc je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai tout rassemblé en fait dans des bacs ou dans des panières. J'avais déjà fait ça pour les garçons, que ce soit pour Louison ou pour Timothy. C'est pratique, ça permet de pouvoir avoir accès à tout. Je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai mis de côté par rapport à mon expérience, par rapport à ce que nous demandent les sages-femmes, mais aussi par rapport à ce que je sais que j'aime ou que j'ai envie d'avoir avec moi au moment de la naissance ou auquel on pourrait être amené à avoir besoin. Alors la première chose, c'est qu'en fait la pièce où on va être doit être chauffée. Il faut vraiment qu'il y ait un minimum de 25 degrés dans la maison, dans la pièce en question où il y aura le bébé, parce que la chose la plus importante quand on sort quand on vient d'accoucher, quand ce soit en sortant de l'eau ou qu'on soit ailleurs, en fait il y a vraiment besoin de pouvoir se réchauffer, garder bébé vraiment très au chaud et nous-mêmes d'être au chaud. Donc on a un certain nombre de draps, de couvertures,
des gants, des lingettes, etc. pour pouvoir essuyer bébé, des couvertures pareil pour pouvoir le nettoyer quand il va sortir, et ensuite plein de petites couvertures chaudes. En l'occurrence par exemple nous on en a 2 comme ça en polaire et 2 en coton très doux, et ça c'est une autre couverture pareil s'il y a besoin de l'essuyer. Donc voilà. Ensuite, comme je prévois de pouvoir accoucher dans l'eau, dans la baignoire, j'ai prévu 4 serviettes. Alors le but c'est pas d'avoir des serviettes qui sont en bon état parce que on sait qu'elles vont de toute façon être amenées à être bien abîmées. Donc voilà, des vieilles serviettes c'est très très bien. J'en ai prévu au moins 4 parce que je vais sans doute sortir du bain. Des fois on pourrait être amené à en mettre par terre, j'en ai d'autres. Donc je vais voir, Sébastien gérera à ce moment-là, il sait où sont les serviettes juste là, il les descendra, il sait lesquelles on prend, ce sont les mêmes que celles-là. Sachant que l'avantage aussi d'être dans la buanderie, c'est qu'on a ici le sèche-linge et que s'il y a besoin, ça permet de pouvoir mettre des serviettes, des couvertures à chauffer pour qu'elles soient très chaudes et qu'on puisse les mettre sur nous aussi. Alors c'est vrai que nous on est au Mexique, mais on a une période de l'année où en ce moment on a des nuits à 9 degrés, 10 degrés, 12 degrés maximum, donc il fait frais. Cette pièce est située au nord, donc il n'y a pas de soleil qui tape dedans. Alors elle est très 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 agréable de nuit parce qu'elle crée vraiment un cocon, même en journée. C'est le cas aussi, mais c'est vrai que du coup le fait est que elle est moins chauffée, donc c'est une pièce qui est fraîche toute l'année, même quand on est pendant les grosses chaleurs d'été. Donc forcément en hiver c'est une pièce où il fait pas chaud, donc on a un petit chauffage d'appoint en fait qui est juste ici et qu'on utilisera pour pouvoir chauffer la pièce pour être sûr de ne pas avoir froid. Chose importante et pas sexy du tout, mais ce sont les couches à plat et les couches qui sont généralement utilisées en gériatrie. Et oui, parce qu'il faut appeler un chat. On perd encore du sang après la naissance, donc même si moi après je repasse en culotte de règle, les premiers jours je reste avec des couches comme ça qui vraiment vont absorber le sang qu'il pourrait y avoir, et ça permet de pouvoir jeter, ça évite de rajouter des machines, sachant que il y a quand même déjà beaucoup à faire juste après la naissance. Donc voilà. Le lit sur lequel je suis assise est équipé d'un grand rideau de douche qui couvre l'intégralité du matelas, et ensuite j'ai mis par-dessus un drap, tout simplement. Ça permet d'être sûr, avec le rideau de douche qui est bien épais, de ne pas traverser, de ne pas passer au travers plutôt qu'une alaise. On a toujours fait ça. C'est ce qu'on avait prévu même à la caravane pour Louison quand on était rentré de la mer. C'est ce qu'on avait fait aussi pour Timothy. C'est une bonne astuce. Les rideaux de douche, c'est vraiment pas quelque chose qui coûte cher. Et puis bon, après ça se lave facilement, et puis au pire, si on veut pas le garder, qu'on n'en a pas l'utilité, on peut le jeter. Donc le lit est équipé simplement d'un rideau de douche qui le couvre en intégralité et d'un drap-housse, un vieux drap-housse. L'idéal c'est vraiment d'utiliser des vieilles choses, de ne pas acheter des choses nouvelles, parce qu'on sait que ça peut être amené à être taché et à pas forcément pouvoir les récupérer. Les coussins, ici, regardez. Ce qu'on entend en dessous, ce sont pareil on va dire une alaise. En fait, on a simplement mis nos coussins dans des sacs poubelles qu'on a attachés ici au bout. Là, on a le nœud. Et sur lequel on a mis des housses d'oreiller. Ce qui fait que du coup, pareil, même si on était amené à avoir du sang sur les coussins, pareil, ça ne toucherait pas ça ne toucherait pas les oreillers en soi. L'idéal, moi ce que je prépare ici, j'ai un dossier avec, j'ai un sac avec mon dossier complet de tous les examens que j'ai fait pendant la naissance. Si jamais on devait être amené à partir, c'est ça qu'on embarque en fait. Il y a les copies de nos papiers d'identité, il y a toutes les informations sur la grossesse, tous les tests, toutes les analyses, toutes les échographies, tous les bilans, les comptes rendus. Donc tout est là-dedans. Ça c'est quelque chose à avoir aussi pas loin, dans le cas où on soit amené à partir, ou alors que les sages-femmes aient à le consulter, même si en général elles en connaissent bien le contenu, et que de toute façon elles ont pris des notes dans leur propre carnet aussi au fil du temps. Ensuite, d'un point de vue plus technique, sur quoi prendre. Alors, vous m'aviez vu il y a quelques temps, j'avais fait des mélanges d'huile essentielle, donc je les ai préparés. Il faut que... Alors ça c'est mon petit kit d'huile essentielle dans lequel j'ai de la lavande vraie,
parce que on a à la maison en fait un aérosol que j'utilise pour les enfants pour quand je dois leur dégager les bronches, etc. quand ils sont un peu pris. Donc là j'ai de la lavande vraie de côté pour pouvoir l'utiliser. La lavande a vraiment un côté apaisant. Si à un moment je sens que j'ai besoin de quelque chose qui m'aide à me calmer, à me recentrer, je pourrais être amenée à prendre de la lavande vraie en aérosol. Donc voilà, l'aérosol est juste ici. Ensuite, les autres huiles que j'ai prévues dans ma petite trousse, c'est Palmarosa, Giroflier, ça c'est de l'huile végétale d'amande douce et de l'huile de massage à l'arnica en fait. Donc ça c'est vraiment les huiles particulièrement utiles pour la naissance et pour la semaine en fait qui est juste avant le terme. Donc j'ai fait mes petites préparations, donc j'ai fait une préparation pour l'accouchement et j'ai aussi fait une préparation qui s'utilise une semaine avant l'accouchement en massage en fait dans le bas du dos. Donc il faut savoir que ces huiles essentielles sont interdites durant le reste de la grossesse. Elles ont un effet abortif. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, excusez-moi si c'est pas le cas. Et donc voilà, ça c'est mon petit pack d'huile essentielle juste à moi que j'ai préparé personnellement. D'un point de vue homéopathique, j'ai prévu un certain nombre de petites choses. Alors, Gelsenium pour le stress ou pour si à un moment je sens que je dois pouvoir me calmer d'une manière ou d'une autre. Arnica montana pour la douleur, bien évidemment. Arsenicum album, mais qui n'est pas forcément celui qu'on utilise le plus pendant l'accouchement. Ceux qu'on utilise le plus étant Colophyllum, Thalictroïde. En général, ils sont conseillés en 4 ou en 5 CH. En tout cas, ma médecin personnelle de famille, elle nous a conseillé l'avoir en 4 ou en 5 CH. En l'occurrence, là, je les ai pas, mais j'utiliserai quand même du 9 CH si jamais il y a besoin. Donc, c'est Colophyllum et Actea racemosa, si je dis pas de bêtises. Hop, Bryonia qui me sera utile. Staphysagria, China rubra, Coprum. Coprum est conseillé dans le cas des tranchées. Ça m'a été conseillé pareil par un membre de ma famille qui est aussi médecin. Et donc du coup, Coprum metallicum est très efficace et à prendre. C'est quelque chose que je redoute un petit peu, c'est un 4e. Je sais que plus on avance dans les grossesses et dans les naissances, plus les tranchées peuvent être assez intenses. Donc voilà, j'ai prévu du Coprum. Dioscorea, oui, mais alors c'est pas celui qu'on utilise le plus, voilà. En gros, si ce qu'on conseille le plus pour le travail et pour accélérer le travail et pour le rendre efficace, surtout, ça va être Colophyllum et Actea racemosa. C'était déjà ce que m'avait conseillé notre médecin homéopathe lorsque j'avais commencé à préparer l'accouchement à la maison pour Timothy. C'est en tout cas ceux qu'on utilise et ceux que, si jamais je devais conseiller, ceux que je conseillerais, mais référez-vous à votre médecin pour avoir plus d'informations, plus de détails. C'est pas des conseils, enfin, je ne vous dis pas d'utiliser ça, je vous dis juste que voilà, moi j'ai choisi d'utiliser. Il y a ce bouquin que je conseille vraiment beaucoup et que j'aime énormément, qui est de Danielle Festi, qui est une pharmacienne et qui est très connue dans le monde, enfin, des huiles essentielles. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, de l'homéopathie aussi. Voilà, alors moi je me suis fait un petit récapitulatif que j'ai imprimé parce que je veux que Seb ou les proches qui seront là pour pouvoir nous aider dans le postpartum ou pendant l'accouchement puissent avoir toutes les informations. Salut toi. Il est là. Il n'a pas disparu. Il est possible que je ne sois pas forcément en état d'avoir un cerveau connecté, ce qui est même quasiment certain. Donc le fait de tout avoir écrit permettra à Seb, à mon frère ou aux amis qui seront là pour nous donner un coup de main, de pouvoir avoir toutes les informations, d'autant plus que tout est prêt et tout est justement ici dans ce panier. Ah, j'ai bien préparé tout ça. Un chef, mon amour. Ça, c'est quelque chose que nos 2 sages-femmes ici au Mexique... Attention, ça peut faire mal, hein. nous ont demandé d'avoir. On l'avait déjà demandé pour Louison. Et on nous l'a demandé encore là pour la naissance de bébé 4. Mais auparavant, c'était quelque chose dont on nous avait jamais parlé. Ah, il faut regarder les gâteaux dans le four. S'il te plaît, s'ils sont cuits. Tu peux aller voir, s'il te plaît. Je vais voir les gâteaux dans le four s'ils sont cuits.
S'ils sont que oui, merci. C'est en fait tout simplement une grande bande de 30 cm de large. C'est pour pouvoir bander le ventre. Après la naissance de Louison, ma sage-femme m'avait bandé le ventre pendant plusieurs jours et ça fait un bien immense. Et ça aide aussi pour la remise en place du ventre, des organes, etc. C'est pas couilles. Ça va, oui. Il faut remettre le minuteur alors. Donc voilà, nous ça c'est quelque chose qui fait partie de notre liste. Des sacs poubelles, parce qu'on est forcément amené à avoir des détritus, des choses à jeter. Un petit miroir si besoin, ça faisait partie de la liste qu'elle nous avait donnée, auquel j'avais pas forcément pensé. Combien de temps le minuteur? Mets 10 minutes pour voir s'il te plaît. 10 minutes pour voir. Hop. Ça me semble correct. C'est parti. Et on a encore deux alaises, en tout cas des draps de douche, qui serviront à mettre dans la chambre là-bas, mais comme c'est là où on dort, on n'a pas forcément très envie de dormir là tout de suite sur des draps de douche. Puis on est suffisamment à l'aise comme ça. Jusqu'à ce que j'ai taché tous les draps et là on sera nettement moins à l'aise. Donc voilà, on en a prévu deux de plus juste ici. Ensuite, important, c'est de préparer, d'avoir dans une petite pochette les premières couches de bébé parce que il va y avoir le méconium qui sort et il faut pouvoir lui avoir mis une couche avant. Donc ces petits habits, bonnets, tenues chaudes, etc. pour encore une fois pouvoir le garder bien au chaud. Et pour moi, des tenues, en fait, il y a quelques robes dans lesquelles je me sens très bien et que j'ai prévu justement pour le postpartum parce que je sais que je pourrai allaiter facilement, que je serai confortable, que je serai pas serrée au niveau du ventre. Ici et ça, ici et ça. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai prévu pour ma part. Ensuite, dans ma petite pochette ici, j'ai prévu 2 ou 3 autres choses personnelles. Ça sent bon. Alors, j'ai en gros, ici, j'ai une tisane postpartum, justement, que l'un d'entre vous m'avait conseillé de faire. Il y a quoi dedans? Des plantes. Des plantes. Mélange compatible avec l'allaitement recommandé aux femmes après accouchement pour une période de 3 à 6 jours. Tant que les tranchées durent. Sans arôme ajouté, ni conservateur, blablabli, blablabla. T'as besoin de faire une tranchée toi aussi, t'en prendras, peut-être que ça t'aidera. Pour la tranchée, oui. Oui. Alors, j'ai prévu un petit sac d'argile ici pour la cicatrisation. Si jamais il y avait... je discutais du coup avec Si je m'ouvre le pied... la marraine de Timothy qui a elle aussi accouché plusieurs fois à la maison. Et en fait, c'est sa sage-femme pour les deux. Elle ne recoupe pas quand il y a pas besoin en fait, même si jamais il venait y avoir une déchirure, ce qui ne m'est jamais arrivé par chance. Mais elle prend de l'argile et elle en met sur le périnée, elle en jette sur le périnée et ça aide à la cicatrisation. Il faut dire que l'argile a des pouvoirs cicatrisants qui sont absolument incroyables. Je sais qu'on peut aussi faire un cataplasme d'argile et le mettre sur le périnée pour pouvoir soulager. Voilà, sinon ici c'est plus des petites choses pour le postpartum entre guillemets. Ici une crème Lacino si jamais je venais avoir des crevasses pour l'allaitement. Et pour moi il y a quoi? Une crème, un bisou. Une crème au calendula, du rescue, ça c'est très important toujours en avoir, j'en ai d'ailleurs tout le temps dans mon sac à main. Bon, allez, je vous laisse. Il est là, mais quel homme parfait. Ah, c'est juste pour montrer que je travaille. Je le confirme, il ne chôme absolument pas. Voilà, autre chose importante à prévoir. Au moins une bassine, ne serait-ce que pour pouvoir mettre le placenta et après toutes les petites choses qui peuvent être un peu annexes, par exemple si vous voulez faire une impression de placenta sur un tableau, sur un tissu, etc. Ça c'est des choses qui sont à prévoir mais qui ne font pas partie des choses qui sont indispensables. Oubliez pas un petit pouce hein. Et joyeux Noël. Continue ton ménage mon amour. Voilà, qui ne sont pas indispensables mais qui peuvent valoir la peine de les avoir si c'est quelque chose que vous avez prévu. Dans l'ensemble, je dirais que le plus important en termes, en dehors du matériel, c'est d'avoir un endroit dans lequel on se sente bien, dans lequel on est à l'aise et dans lequel on se voit en fait tout simplement pouvoir donner la vie, dans lequel on est confortable. Alors je sais qu'il y a beaucoup de futures mamans qui font des mantras, qui font des dessins ou qui impriment des choses, qui les mettent au mur, qui... écrire des choses par rapport pour se donner de la force, j'en suis capable, c'est ma nature, je peux le faire, je m'unis à bébé et on avance ensemble. Voilà ce genre de petites phrases là, je sais que c'est quelque chose qui est très courant. Moi je l'ai jamais fait personnellement,
j'en ressens pas particulièrement le besoin. Là c'est vrai que je vous avais montré la semaine dernière, j'ai commencé un mandala de femme enceinte que je trouve absolument magnifique. J'espère l'avoir terminé et auquel cas je le mettrai dans un cadre et je le mettrai ici. Mais plus parce que je trouve qu'il a beaucoup de sens par rapport à la naissance, plus que pour pouvoir me donner du courage. Ici je sais qu'on amènera aussi notre petite base de musique pour pouvoir écouter un petit peu de musique, se sentir bien, prévoir des choses aussi à grignoter parce que on a quand même la liberté de pouvoir manger un petit peu. Donc je sais que moi en ce moment je mange beaucoup de raisins, donc on a toujours beaucoup de raisins dans le frigo, des amandes, des noix, n'importe quoi en fait qui puisse nous faire plaisir et si à un moment en fait on sent qu'on en a besoin, et qu'on puisse tout simplement le prendre. L'autre chose qu'on a ici et qu'il faut pour l'instant que je regonfle, c'est ça, un ballon qui est très utile pendant l'accouchement, pendant le travail, qui peut faire vraiment beaucoup de bien. On peut avoir aussi des positions tout simplement où Seb s'assoit dessus et où je peux me tenir comme ça à lui pour pouvoir étirer mon dos parce que on a souvent très mal au dos. Donc voilà, et j'ai aussi prévu, elle est propre, lavée et je sais que je la sortirai en temps voulu, que je sais que je vais pouvoir suspendre au-dessus des escaliers et sur lesquels je pourrais m'accrocher si j'en ressens le besoin encore une fois. C'est important d'avoir une table aussi pour que les sages-femmes puissent poser leurs affaires. Pour ce qui est de la préparation du matériel à avoir en général, ce que demandent les sages-femmes, c'est de quoi pouvoir se changer, de quoi beaucoup de serviettes, de quoi pouvoir protéger les lits, les matelas, les coussins, les oreillers, de vieux draps, de vieilles serviettes, de quoi pouvoir réchauffer bébé rapidement, même immédiatement si jamais il fait un petit peu froid, donc un chauffage d'appoint, des couvertures. Et puis nous par exemple dans la liste de ce qu'elles avaient noté, ah oui, une lampe frontale aussi ou une lampe torche si jamais il y a besoin parce que c'est la nuit ou autre et qu'on voit pas très bien, on peut être amené, les sages-femmes peuvent être amenées à avoir besoin d'une lampe. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas mis là parce qu'elle est actuellement en charge, mais voilà, qui va finir dans ce bac là aussi. Mais sinon voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais préparé dans cette pièce. Ces dernières semaines avant l'arrivée de bébé 4 sont l'occasion parfaite pour profiter pleinement de moments en famille. Ils sont si précieux et puis, quelle meilleure période que Noël pour ça. Prochaine question qui est un sujet qui est je pense le plus revenu en fait, c'est comment est-ce qu'on prépare les enfants à un accouchement à la maison si on a déjà des enfants et comment est-ce que nous on prépare nos 3 loulous et est-ce qu'ils seront présents. Alors il faut savoir que pour reprendre un petit peu l'historique, nous dans notre cas Timothy est né à la maison, c'était en pleine nuit et Léanor dormait. Elle s'est même pas réveillée, ce qui relevait du miracle parce que à cet âge-là, elle avait 2 ans et elle ne faisait pas ses nuits. Donc voilà, mais cette nuit-là, elle a fait sa nuit complète. Donc elle ne s'est pas du tout réveillée. L'accouchement a été très rapide, en 3 heures entre ma première contraction et le moment où Timothy a pris sa première respiration. Mais ça a été 3 heures très intenses et en fait au final, elle l'a rencontré le matin au réveil. Donc ça c'était une première chose, comment on avait prévu de gérer. On avait quelqu'un qui était là pour elle si jamais elle se réveillait. Il faut savoir qu'une sage-femme ne vient jamais toute seule. Ou alors, en tout cas, je me méfierais si une sage-femme venait à vous assister toute seule parce qu'on peut toujours être amené à avoir besoin d'une paire de mains. On n'a souvent pas besoin, mais une paire de mains supplémentaire, ça n'est jamais de trop. Alors la personne n'a pas forcément besoin d'être sage-femme, par exemple comme c'est le cas où là on a 2 sages-femmes carrément, mais une personne avec qui elle a l'habitude de travailler, qui est formée à pouvoir réagir en temps et en heure et à pouvoir seconder la sage-femme s'il y a besoin de lui passer des choses, etc. Réagir en cas d'urgence parce que ce sont aussi des choses qui arrivent. Donc nous, pour le cas de Timothy, on avait donc ces 2 personnes-là et elle venait avec une 3e personne qui était là pour s'occuper d'Eleanor si d'aventure Eleanor s'était réveillée. Donc ça c'était une première chose.
la naissance de Louison, du coup, qui était notre troisième, Eleanor souhaitait être présente. Donc du coup, là, on avait prévu, elle avait fait son petit sac de jeux d'affaires qu'elle avait emporté avec elle au cas où elle n'avait pas forcément envie d'être tout le temps avec nous. Donc il y a eu des moments, en même temps, l'accouchement a duré à peu près 9 heures, donc où elle n'a pas forcément été avec nous, mais où elle était juste sur sa serviette de plage et où elle était en train de jouer. Elle était avec la sage-femme, la photographe et la personne qui assistait du coup notre sage-femme, parce que nous on faisait notre vie tous les deux et la sage-femme venait nous voir régulièrement. Si on avait besoin de quoi que ce soit, elle était là, mais elle n'était pas forcément collée à nous. C'est aussi un petit peu ce qu'on apprécie nous personnellement dans notre manière de gérer les naissances. Donc Eleanor était entre de bonnes mains et s'occupait, et puis elle faisait un petit peu sa petite vie et ses allers-retours comme elle le voulait. Et pendant ce temps, Timothy, qui lui avait fait le choix de ne pas être présent, était gardé par des proches. C'était Tom et Allison qui l'avaient gardé à l'époque. Il avait 4 ans et il n'avait pas envie d'être là. Et en fait, au final, il a rencontré Louison, son petit frère, du coup, quand on est revenu de la plage, donc plusieurs heures après que j'ai accouché. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a rencontré, et on garde des merveilleux souvenirs de ce moment-là. Donc voilà comment on avait géré pour les 2 fois précédentes. Pour cette fois-là, alors les choses, encore une fois, tout va tellement dépendre du moment où bébé va naître. C'est-à-dire que s'il naît en pleine nuit, on avise. S'il naît en pleine journée, c'est pareil. Les situations sont toujours très différentes. S'il naît dans la nuit, on sait que Eleanor et Louison souhaitent assister. Donc, si jamais ils sont endormis, on ira les réveiller au moment où on sait que bébé arrive, pour qu'ils ne ratent pas un moment qu'ils avaient vraiment envie de vivre avec nous. Timothy, lui, reste fidèle à lui-même et à son petit cœur un peu sensible. Si jamais j'ai le malheur de me casser un ongle ou quoi que ce soit, il est très 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 sensible. Il ne tient pas forcément à être là. Et je pense, et moi je suis plus à l'aise avec le fait qu'il ne soit pas là, parce que je le connais profondément, et je sais que c'est pas forcément la meilleure chose pour lui, et que moi je serais pas à l'aise avec ça, parce que je sais qu'il se sentirait pas forcément très bien. Donc si c'est en journée, et de toute façon on a des proches en fait avec qui il pourra être, et je sais qu'il ne sera absolument pas seul, donc il sera gardé. Il n'y a absolument pas de problème à ce niveau-là. Voilà comment nous on le gère. Après, encore une fois, les enfants sont libres de tout. S'ils ont finalement pas envie d'être là, ils sont pas là, c'est aussi ok. La maison est grande, les enfants sont quand même aussi grands. Il y a le frigo qui est plein. On a des proches aussi sur qui on peut compter si on a besoin, s'ils ont besoin de se référer à un adulte. Donc voilà, dans tous les cas, on n'est pas tout seul. Encore une fois, les sages-femmes en plus viennent à 2. Ce sont 2 sages-femmes. Donc ça, c'est en plus des choses qui s'ajoutent par rapport aux proches qui sont déjà présents. Ce qui fait que dans tous les cas, nous, on peut être concentré sur la naissance de bébé, tout en sachant que nos grands sont bien. On est à la maison, ils ont leur chambre, ils ont leurs jouets, ils ont leur petite vie, ils ont leurs affaires. Et je veux dire, les enfants, on n'aurait jamais totalement avec nous, de toute façon. Donc ils font leurs allers-retours, s'ils ont envie d'aller jouer dans la chambre, s'ils ont envie de jouer dehors. Enfin, je veux dire, ils sont libres de pouvoir faire les choses. Et il y a quand même de toute façon des adultes de confiance avec qui ils peuvent être, si jamais ils ne sont pas forcément avec nous. Au niveau de la préparation, en fait on l'a un petit peu vu dans une précédente vidéo que je vous mets ici en haut à droite, donc juste ici, où on voit justement une de nos 2 sages-femmes qui prend le temps d'expliquer avec sa poupée de chiffon aux enfants comment ça se passe, une naissance aussi, comment les choses que peut être amenée à faire une maman pour aider le bébé à sortir, etc. Parfois elle peut être amenée à avoir besoin de force, et cette force elle la trouve dans le fait de crier, donc de crier, ou en tout cas de pouvoir faire des sons. C'est des choses qui parfois peuvent impressionner les enfants s'ils n'y sont pas préparés, mais la manière dont elle l'a amené était vraiment très très intéressante, d'autant plus qu'elle s'est référée au fait que Timothy fasse du taekwondo. Elle dit c'est comme toi, quand tu fais des enchaînements au taekwondo, etc., il y a souvent des mouvements que tu accompagnes d'un cri pour te donner de la force. C'est pas pour autant que tu as mal, c'est simplement pour te donner de la force.
Après, Eleanor a déjà vécu un accouchement, donc elle n'a pas peur du tout. Louison ne jure que par son petit frère, il veut absolument, enfin, je veux dire, ça a vraiment été le plus gaga à partir du... En fait, c'est simple, on a fait le test de grossesse, on l'a annoncé le soir même aux enfants, et on est allé faire une prise de sang dans la foulée. Et donc, dès le jour où on l'a su, il était dingue. Et il y a peut-être une semaine, 10 jours, il m'a dit « Mais tu sais, maman, c'est moi qui l'ai appelé parce que j'ai dit que je voulais un bébé. » Et je savais pas je savais pas ça, j'ai trouvé ça tellement mignon et tellement touchant. Je lui ai dit « Ah bon ?» Il dit « Oui, c'est moi qui ai demandé si je pouvais avoir un bébé. » J'ai pas demandé plus d'explications, mais c'était extrêmement touchant. Donc il est très 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 investi, il ne lâche pas mon ventre, il ne me lâche pas moi non plus. Il parle beaucoup à son petit frère. Voilà, je suis pas du tout étonnée de sa décision de vouloir être avec nous, au moins une partie. Et encore une fois, on l'a préparé psychologiquement au fait que parfois maman elle peut être amenée à avoir mal, parfois maman il y a des moments où elle va vraiment être seule, il y a des moments où elle n'a pas forcément envie de parler, il y a des moments où en fait maman elle a besoin de prendre vraiment beaucoup de force, donc du coup voilà, on l'a préparé en fait à tout ce que je peux être amenée à vivre, qui pourrait l'amener à être impressionné, même si c'est pas un enfant qui est vite impressionné, c'est vraiment totalement l'opposé de son frère. Donc voilà, et de toute façon, encore une fois, on gérera sur le moment, enfin moi je ne gérerai pas, mais on a des proches, on a Sébastien qui est là pour moi, mais qui sera aussi là pour les enfants s'il y a besoin, voilà. Et puis, encore une fois, rien n'est figé dans le marbre, on avise, si à un moment on voit qu'il ne se sent plus, qu'il ne veut plus, de toute façon, de lui-même il partira, et ça sera tout à fait ok, et si jamais il y a besoin de l'accompagner dans le fait que... il ait peur ou qu'il soit impressionné de quelque chose, ben c'est aussi ok, en fait on avisera, on n'est pas du tout inquiet à ce niveau là. Donc je pense que le plus important pour préparer des enfants à un accouchement à la maison, c'est peut-être leur parler de ce que peut être amené à vivre la maman, de comment de choses qui sont tout à fait normales en fait, mais qui pour eux pourraient être impressionnantes parce que ça reste des enfants. Et puis surtout si un enfant ne veut pas être là, ne vraiment pas le forcer, trouver une solution, une option qui lui convient, qui lui conviendra et dans lequel il se sentira tout à fait à l'aise, parce que le but c'est absolument pas que eux vivent mal le fait qu'un enfant puisse naître à la maison. Au même titre que c'est pas le but qu'il se sente mal, que sa maman parte à la maternité, on essaie toujours de trouver des personnes avec qui il se sentira bien pour pouvoir attendre pendant ce laps de temps. Donc voilà un petit peu par rapport à la préparation des loulous, par rapport à la naissance à la maison. On m'a pas mal posé de questions par rapport au postpartum. Comment est-ce que nous, dans notre famille, on gérait le postpartum, sachant qu'en plus, on habite très loin, parce que nous, on habite au Mexique et toute notre famille habite en France. Donc comment est-ce qu'on gérait ça? Est-ce qu'on avait du monde qui venait nous voir? Est-ce qu'on avait du soutien? Et comment est-ce qu'on envisageait et on préparait les choses par rapport à ça? Alors, à chaque fois que nos enfants sont nés, à la maison, on a toujours été très loin de la famille. Il s'est avéré que ma maman prenait un avion, était dans l'avion au moment où Timothy est né, donc elle est arrivée, il venait de naître, donc ça c'était vraiment une coïncidence incroyable. Louison, on était seuls, mais on avait des proches qui étaient avec nous, ce qui fait qu'on n'était pas seuls non plus. Et puis après on a la famille, on a ma maman qui est arrivée pas longtemps après, qui elle m'a donné un gros coup de main. Là dans ce cas-là, ça va encore être un petit peu différent. Alors ma maman n'arrivera que plus tard dans l'année, enfin en début d'année, dans le premier trimestre, mais elle n'arrive pas pour la naissance. Par contre, j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et on a la chance inouïe que mon frère nous rejoigne bientôt pour pouvoir être là pour la naissance. Il va passer quelques semaines avec nous.
Pendant ce temps, lui, donc ma belle-sœur et nos neveux et nièces restent avec d'autres membres de la famille, donc de son côté à elle, mais aussi elle va avoir de l'aide de la part de mes parents en étant seule avec les enfants. Et c'est mon frère qui vient pour nous aider. Donc c'est... Bon, quand ils nous l'ont annoncé, ça a été pour moi... enfin, ça m'émeut encore beaucoup parce que je me dis j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille comme ça, et j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir la chance d'avoir un frère. On a toujours été un peu partisans avec Seb, même si lui s'en rendait pas trop compte au début parce qu'il a été fils unique, mais qu'en fait on était convaincus que donner des frères et sœurs à Eleanor, puis après aux autres, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire, parce que un jour nous on serait plus là, et ils pourraient toujours compter les uns sur les autres, et on a vraiment essayé de les élever dans cette dynamique et dans cette conscience-là aussi des choses, et de l'importance des liens sacrés que sont la famille, et à quel point ils peuvent aussi être beaux. Parfois c'est pas forcément facile, mais que ça reste des liens extraordinaires qui sont là depuis le tout début, et qui vont jusqu'au bout quand on en prend soin, et quand on se respecte mutuellement. Et on peut vivre une fraternité épanouie et pleine de beauté. Donc c'est sûr que pour nous c'est quelque chose de très précieux, et je suis immensément reconnaissante d'avoir un frère avec qui aujourd'hui je puisse m'entendre aussi bien, et qu'on puisse vivre des choses comme ça, et qu'à côté de ça lui il ait épousé quelqu'un qui soit aussi ok il soit là pour nous, parce que voilà, elle s'inquiète aussi pour nous de savoir qu'on soit un petit peu loin. Donc voilà, on va pas être tout seul, sachant qu'en plus on a quand même un réseau ici, un réseau de proches, et même de gens très proches. Le parrain de Timothy n'habite pas très très loin, je suis très proche de sa femme, on est amis depuis vraiment très longtemps, et elle a proposé de toute façon, même avant qu'il soit question que mon frère arrive, elle nous avait proposé de toute façon de venir passer quelques nuits ici pour pouvoir nous aider, que ce soit à l'intendance de la maison, que ce soit pour les enfants, que ce soit juste pour moi. Et ça, c'est sûr que quand elle nous l'a proposé, pareil, ça m'a mis les larmes aux yeux de me dire qu'on a de la chance d'avoir des gens merveilleux autour de nous. Donc voilà, et puis là on a d'autres personnes avec qui on s'entend très 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 bien, des proches qui arrivent justement demain. Donc pas demain pour vous, parce que quand vous verrez cette vidéo ils seront déjà là, et qui passent plusieurs jours avec nous. Et en fait au final on va avoir un relais de proches qui en fait au final jusqu'à après la naissance sera là. Donc voilà, la naissance est prévue pour janvier. On n'a pas donné la date parce que une date reste une date, et qu'un bébé n'arrive pas forcément à ce moment-là, et qu'en plus je veux pouvoir ne pas me préoccuper, ne pas penser au réseau. Et c'est vrai qu'on l'a connu un petit peu par le passé, le fait que sous prétexte que je ne pose pas, on pense que j'ai accouché. Non, en fait j'ai juste besoin de garder ça pour nous. C'est pas que je veux pas le partager, c'est juste que c'est quelque chose que je trouve important de pouvoir garder pour nous. Et de toute façon vous serez au courant dès que ce petit cœur sera né, et voilà, c'est plus qu'une question de semaines maintenant. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, ça c'était vraiment pour la notion d'accompagnement, et de comment va être... est-ce qu'on est seul en fait pendant un postpartum. L'idéal c'est vraiment d'avoir du soutien de la famille, et en même temps faut que ce soit des gens qui soient suffisamment proches pour que ça ne soit pas envahissant en fait, et qu'on n'ait pas l'impression vraiment qu'il y ait du monde qui soit chez nous et que ce soit trop. Nous, comment on gère les choses? On fait beaucoup de batch cooking, c'est-à-dire que là on a déjà commencé en fait à préparer des plats qui partent soit au frigo, qui partent soit au congélateur, pour pouvoir ne pas trop se préoccuper, et que les gens qui sont en même temps là pour nous seconder ne soient pas à charge de tout en fait, ne doivent pas s'occuper de tout, et que Sébastien n'ait pas non plus ça à faire en plus de s'occuper des enfants, de s'occuper du ranch, de s'occuper des locations, du ménage, de la caravane, enfin voilà, il a une liste de choses à faire qui fait qu'il respire pas beaucoup.
Mais voilà, en tout cas, nous, comment on le gère, c'est ça. C'est le fait de pouvoir anticiper au maximum, le fait d'éviter d'avoir trop de linge en retard, le fait d'avoir des repas qui soient prêts pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est un avantage énorme, avoir une liste de menus qui soit prêt rapidement et qu'on peut juste sortir. Et au final, on n'a pas du tout à penser à ça. C'est vraiment l'énorme avantage du batch cooking. Donc voilà, ça c'est vraiment le conseil que je donnerais. Mais est-ce que c'est forcément lié à un accouchement à la maison ? Je suis pas certaine. Je pense que c'est vraiment un conseil qui s'applique à tout type d'accouchement. Je sais que quand j'ai accouché d'Eleanor, à cette époque-là, on habitait du coup à côté de Lyon et ma maman était venue. On est sorti en fin de semaine de la maternité et le lendemain, ma maman et mon frère sont venus. Elle avait cuisiné une quantité de plats qu'elle a rempli dans notre frigo et dans notre congélateur pour une semaine. Et puis à la fin de la semaine, voilà, elle avait travaillé. Et elle nous a rejoints et elle a passé 5 jours avec nous où elle a cuisiné pendant 5 jours pour nous. Et elle nous a refait un stock de nourriture pour pouvoir avoir un frigo plein pour encore quelques semaines. Et du coup se concentrer sur notre petit cœur qui venait de naître et sur notre toute nouvelle vie de parents. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir non seulement du soutien psychologique et d'avoir du soutien qui puisse aider... ne serait-ce que pour la préparation des repas, je trouve que amener un repas à une maman qui vient d'accoucher, ça a toujours tellement plus de sens que de lui amener un cadeau parce que quelqu'un qui vient d'accoucher est épuisé, il a surtout besoin de quelqu'un qui comprend ce qu'il vit. Et une maman qui vient d'accoucher n'a pas le temps de cuisiner, elle a déjà difficilement le temps de se doucher. Donc voilà, ça c'est pour moi vraiment le plus important. Donc le conseil que je donnerais, que ce soit à la maison ou ailleurs, c'est vraiment d'anticiper autant que possible. Parce que après quand bébé est là, notre focus n'est plus du tout le même. Et si on a déjà des enfants, notre temps se partage encore plus. Donc c'est très important d'être bien entouré et d'avoir anticipé tout ce qui peut être anticipé en tout cas, selon moi. On est où cette taille, mon cœur? Bien. Bien, super. Ouais. Oh, tu l'as déjà coupé? Attends, je vais te chercher une planche à découper. Quelle était pour moi la chose à préparer pour une naissance et particulièrement une naissance à la maison. Je crois que c'est le mental. Honnêtement, c'est notre état d'esprit. Je pense que quasiment tout passe par là parce qu'on l'a vécu avec Eleanor où finalement on était complètement dans la découverte, on ne savait pas encore à quelle sauce on allait être mangé, on ne savait pas ce que c'était qu'un accouchement, on ne savait pas ce que c'était qu'être parent, on ne savait pas ce que c'était que... on ne savait rien de tout ça, on était vraiment dans l'inconnu. Donc c'était pas forcément très facile de se préparer à quelque chose qu'on ne connaissait pas. On l'a vécu très différemment pour les garçons, mais je pense que le mental va faire la différence dans les moments où on va être un petit peu entre deux. Pour se préparer à un accouchement à la maison, je crois qu'il faut vraiment envisager le fait de se détacher de toutes nos croyances, ce qui n'est pas du tout quelque chose de facile, hein, mais de revenir peut-être plus à l'essentiel, de beaucoup communiquer avec des gens qui sont déjà passés par là, de lire des récits
naissance à la maison, de s'informer, de beaucoup discuter avec la sage-femme qui pourrait être la personne qui vous accompagnerait dans ce cas-là. Je pense que c'est très 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 important. Le mental fait la différence à des moments où on est vraiment, comme je disais, un peu dans cet entre-deux, où finalement, si on s'accroche, c'est nickel, mais si on flanche, ça peut partir en n'importe quoi. On le sait bien, le mental, enfin je veux dire, il y a des études, il y a des pléthores d'études qui démontrent l'importance du mental sur ce qui se déroule dans notre vie et la manière dont on va pouvoir être amené à gérer les choses et aussi ce qu'on peut être amené à subir en fonction de comment notre mental va être, dans quel état d'esprit notre mental sera à ce moment-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, croire en soi, vraiment, parce que nos corps sont faits pour ça et qu'il n'y a que d'infimes cas dans lequel notre corps ne serait pas fait pour ça. Alors bien sûr, il y a des situations qui font que parfois il faut faire autre chose et je pense que c'est aussi important dans une préparation à un accouchement à la maison de vraiment prévoir le plan B, le plan C, le plan, autant de plans que possible en fait, pour tout mettre dans le plan A, mais savoir que si à un moment on doit basculer sur le plan B, on ait le mental qui soit déjà préparé à ça. Mais il ne faut pas calquer son mental sur son plan B, mais vraiment en se disant qu'on en est capable, mais que si à un moment il y a quelque chose où le professionnel de santé qui nous accompagne dans cette naissance-là nous dit stop, là, non, on part sur autre chose, et ben en fait on est préparé mentalement à cette éventualité-là, qui à ce moment-là ne sera plus une éventualité, mais un nouveau fait, mais au moins ce sera fait de manière beaucoup plus simple. Alors c'est pas forcément facile, mais il n'empêche que nous, à chaque fois qu'on a envisagé d'accoucher à la maison, on avait toujours prévu plusieurs plans, on savait où était l'hôpital, on savait où est-ce qu'on allait, on savait dans quelles conditions on y allait, on savait, voilà, tout était cadré avant de se lancer dans l'accouchement. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important, je pense, d'avoir une sage-femme avec qui on ait des liens et que les choses soient vraiment très très claires dès le début des deux côtés sur les choses qui sont acceptables, sur les choses qui ne sont pas acceptables. Par exemple, un cas un petit peu, qui illustre ça, même si c'est pas pour une intervention externe dans le fait de devoir quitter la maison, mais par exemple pour Timothy, ma sage-femme m'avait dit écoute, tu peux faire absolument tout le travail dans l'eau, mais au moment où je te dis tu sors de la baignoire, c'est tu sors de la baignoire, point, basta, il n'y a aucune négociation possible. En fait, pour vous expliquer un petit peu, on avait une grande baignoire, mais d'un côté on avait un sèche-linge qui bloquait, de l'autre on avait un mur, de l'autre on avait un autre mur et ici une très grande paroi vitrée, ce qui fait qu'en gros la sage-femme avait ça pour accéder à la baignoire et elle avait en gros accédé à ça. Sauf que la sage-femme, s'il y a un problème, il faut qu'elle puisse intervenir directement. Donc en fait j'étais dans une position à ce moment-là dans la baignoire qui faisait qu'elle ne pouvait pas intervenir. Donc elle m'avait dit tu ne peux pas accoucher dans l'eau, tu peux faire tout le travail dans l'eau, il n'y a absolument aucun souci, mais par contre à la seconde où je te dis c'est dehors, c'est dehors. Et c'était ok, c'était acté dans ma tête que je pouvais faire tout le travail dans l'eau, mais que par contre quand c'est dehors, c'est out. Aussi difficile que ce soit de sortir, aussi difficile que ce soit de faire 3 mètres pour rejoindre un lit qui est juste à côté et qui pourtant n'est vraiment pas si loin et que j'ai fait 1 million de fois, mais bon, quand on est sur le point d'accoucher, c'est très difficile et on n'a pas envie de bouger, surtout quand on est très bien installé, mais c'était comme ça. Donc je pense que c'est vraiment très important que tout soit cadré dès le départ dans nos têtes, dans la relation qu'on va avoir avec la sage-femme et sur les points qui sont vraiment fondamentaux. Je pense qu'il y a vraiment une grosse préparation mentale à faire pour tout ça, se dire déjà de 1 qu'on en est capable, parce que si on part en se disant que de toute façon on finira transféré à l'hôpital ou que de toute façon ça va mal se passer, eh ben, je pense qu'il ne faut même pas le faire parce que c'est certain que c'est ce qui va se passer, parce que le mental suit, ce qui nous arrive est quasiment toujours coordonné avec ce qu'on a dans la tête. Il suffit de le penser pour le provoquer. Donc si on est plutôt dans une dynamique pour que tout se passe bien, on met quand même toutes les choses de notre côté pour que ce soit le cas, sans dire que ce sera forcément le cas, parce qu'il y a toujours des cas, il y a des transferts, il y a des décisions qui sont prises, parfois il y a des hémorragies, parfois c'est rare, mais ce sont des choses qui arrivent et il faut être préparé à ça. Donc préparation mentale et préparation avec sa sage-femme.
Alors, on m'a demandé si j'avais une préparation à la naissance qui était différente dans le fait d'accoucher à la maison qu'une préparation que j'aurais fait quand j'ai voulu accoucher à la maternité. Alors, pour la maternité, pour Eleanor, on avait fait une préparation en aptonomie. Alors c'était très sympa les séances, mais au final ça ne nous a servi à rien du tout, je vais être très honnête, et pourtant je suis très naturelle, mais dans notre cas, l'aptonomie ne nous a servi à rien du tout. Après je pense que ça a peut-être contribué à créer un lien avec Eleanor à travers le ventre, etc. Je sais qu'il y a des gens qui ont été enchantés de leur préparation à l'aptonomie. Dans notre cas, on ne s'est pas senti particulièrement... Enfin moi je ne me suis pas du tout sentie accompagnée à ce niveau-là pour la naissance. Pour Louison, on a fait une préparation en hypnose et en fait au final la préparation ne m'a pas servi du tout. La naissance a été très rapide et j'avais pas du tout... j'étais pas du tout dans le mood d'écouter les audios d'hypnose à ce moment-là. Le corps est quand même plutôt bien fait et en fait il sait ce qu'il a à faire. Et donc la préparation à l'hypnose ne nous a pas servi à quoi que ce soit dans notre cas. Est-ce que c'était plus efficace que l'aptonomie? Je sais pas. Est-ce que finalement je suis pas du tout apte à faire des préparations parce que je les suis pas du tout ou j'en ai pas besoin? J'en sais rien, ça fait bizarre dit comme ça parce que non, je pense que ça peut être très utile dans certains cas. Au final ça m'a peut-être servi sans que je m'en rende compte aussi. Pour Louison, non. J'avais fait aucune préparation, j'avais ça dans la tête, j'avais accouché 2 fois déjà, je savais où j'allais et je suis vraiment, mais vraiment allée à l'intuition. Et au final, ça s'est passé de manière absolument extraordinaire. Donc voilà, pas de préparation pour Louison et dans ce cas-là, j'ai pas non plus fait de préparation pour bébé 4. Je continue, j'ai juste foi en moi, j'ai foi en mes sages-femmes, je me sens en confiance. Je connais nos solutions de repli, j'ai confiance en Sébastien, j'ai confiance en... En fait, j'ai juste confiance et je sais où je dois aller si jamais il y a un problème. Et parce que on a repéré les choses, que Seb s'est chargé de faire le trajet jusqu'à l'hôpital pour pouvoir reconnaître et y aller en urgence si jamais il y a quoi que ce soit. Voilà, on ne s'embarque pas dans un accouchement à la maison, selon moi, sans avoir un certain nombre de choses qu'on a vérifiées auparavant. Mais pour ce qui est de la préparation à l'accouchement, non, j'ai juste confiance en mon corps et en ma capacité de femme à enfanter parce que nos corps sont faits comme ça et que, encore une fois, il n'y a que de très rares cas où ça ne peut pas être... possible. Donc voilà, quand on laisse le corps faire naturellement, bien souvent il y a des cas où on dit que c'est pas possible et c'est parce qu'en fait il y a eu tellement d'interventions qui font que le corps est complètement bloqué parce que pour pouvoir naître on a besoin de baigner dans un flux d'ocytocine comme me diraient mes sages-femmes et en fait quand on est sans arrêt envahi, touché, perturbé, on ne peut pas sécréter d'ocytocine, on ne peut pas être dans un bain d'amour et juste penser à ça parce que on n'est pas du tout dans cette énergie là et que c'est très compliqué et que c'est ce qui amène très souvent à des complications. Donc c'est aussi l'avantage de l'accouchement à la maison qui permet d'être où c'est en tout cas moins intrusif. Et voilà, et si ça ne doit pas bien se passer, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de ça et on ira à l'hôpital et puis voilà, de toute façon, si ça ne doit pas bien se passer, si ça ne se passe pas bien chez moi, ça peut potentiellement ne pas bien se passer à l'hôpital aussi. On ne peut pas anticiper les choses, on peut juste garder des plans en tête et voir comment est-ce qu'on fit au milieu de ces plans-là. Et puis voilà, juste avoir confiance et savoir qu'on a tout envisagé et que comme ça, on peut avancer de manière sereine. Comment est-ce que je vis la préparation de ce 3e accouchement à la maison comparé au premier? Alors préparation, comme je vous dis, j'en fais absolument aucune. Je pense qu'il faudrait peut-être justement que je prenne un peu plus le temps de me poser et de savourer ces dernières semaines qui vont encore passer trop vite parce que ça passe toujours trop vite et qu'on les reporte plus jamais. C'est un peu le quotidien finalement d'avoir beaucoup de choses à gérer et d'avoir une famille nombreuse déjà qui fait que c'est plus compliqué de se poser. J'ai quand même la chance, je peux quand même régulièrement me reposer, m'allonger dans le canapé, les enfants le comprennent aussi. Alors parfois c'est un peu plus compliqué, mais bon, il y a quand même Sébastien qui fait un peu le garde-fou et qui s'assure que quand je me repose, je peux vraiment me reposer.
Donc voilà, j'ai pas vraiment trop de différence, si ce n'est que je pense à l'époque, on avait juste Éléanore, elle avait 2 ans, et puis du coup il y avait Sébastien qui pouvait vraiment se dédier à elle, ce qui aujourd'hui est un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus de choses à gérer et qu'on a 3 enfants. Mais bon, ils sont absolument adorables, ils s'occupent aussi beaucoup seuls, ils aident beaucoup et ils sont bien conscients aussi de mes limites enceinte dans mon dernier mois de grossesse et des besoins que je peux être amenée à avoir et de comment est-ce qu'ils peuvent m'aider à gérer un petit peu tout ça et à soulager un petit peu la vie de la maison en participant à la vie de la maison comme le fait tout le monde en fait. Ouais, très bien. Alors dans celle-là c'est un peu différent parce que viens, comme tu as les manches longues, c'est un peu différent. Je fais comme ça, dans ce cas-là. Ici je replie un peu pour que ça ait la même largeur. Hop hop. Oh, elle est encore plus jolie pliée. Merci. Je t'en prie. Et si on vidait tout? Tu peux renverser le... Ah bah oui, tu m'as laissé le gros. Quelles sont les conditions qui feraient que tu irais à l'hôpital? Le genre de détails qui font qu'un AAD n'est pas possible ou doivent se terminer en milieu hospitalier. Alors, si je devais par exemple annuler un AAD avant la naissance, c'est parce qu'il y aurait des risques liés à la grossesse, un placenta prévia, voilà vraiment, je sais pas, par exemple un utérus cicatriciel qui aurait déjà montré des faiblesses, ou par exemple qui aurait eu un curetage récent qui aurait fait qu'il aurait pu avoir, qu'il peut y avoir des risques par la suite. Mais bon, ça en général, de toute façon, quand on a des sages-femmes formées et bien conscientes, ce sont des questions qu'elles posent et auxquelles elles s'assurent. Ou alors, si un taux de mes analyses, par exemple, sanguines n'étaient pas bonnes, ça c'est quelque chose qu'on surveille, on surveille notamment beaucoup au dernier trimestre. Et on a en effet eu une petite frayeur parce qu'à un moment donné, mon hémoglobine était trop basse, et dans ces conditions-là, en fait, on n'envisageait plus que j'accouche à la maison. Donc voilà, ça fait partie des choses dont on ne vous a pas forcément parlé, parce qu'on n'avait pas forcément envie d'en parler, et que moi je me battais déjà moi-même pour remonter. C'était pas pour aller en parler sur les réseaux. Je vivais cette bataille au quotidien avec moi-même et avec mes proches qui ont été d'un soutien absolument extraordinaire. Et voilà, par exemple, je serais restée au taux d'hémoglobine que j'avais à ce moment-là. L'accouchement à la maison était totalement inenvisageable. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, qu'est-ce qui pourrait faire que pendant la naissance ou après la naissance, on soit amené à être déplacé à l'hôpital? Ça peut être une hémorragie, ça peut être une hémorragie de la délivrance par exemple, ou alors le placenta après plusieurs heures ne se décolle pas. Voilà, ce sont ce genre de cas de figure là que mes sages-femmes seraient bien plus
est capable d'en parler que moi, puisque c'est pas des choses que j'ai vécues personnellement. Il peut y avoir d'autres cas, imaginons qu'il y a une détresse fétale, etc. Mais c'est quelque chose de moins fréquent, je dis pas que ça arrive pas, mais moins fréquent dans les accouchements à la maison, parce que le rythme est souvent plus respecté et que du coup il y a moins d'intervention, ce qui fait qu'en général les bébés connaissent moins de détresse, en tout cas des études que j'ai pu en lire et des discussions que j'ai pu avoir finalement avec toutes les sages-femmes qu'on a eues depuis le début de notre parentalité il y a un petit peu plus de 10 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment les conditions qui feraient qu'on pourrait être amené à ne pas accoucher à la maison ou alors à finir à l'hôpital par la suite. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais je ne veux pas parler de choses que personnellement je ne connais pas. Je ne trouve pas ça forcément très, très utile et je ne voudrais pas vous induire en erreur ou vous raconter n'importe quoi. Je ne pense pas que ce soit très, très judicieux. Les accouchements à la maison sont-ils plus abordables à l'étranger qu'en France? Ben, je pense que ça dépend. Je sais qu'il y a des gens qui ont accouché en France gratuitement parce que leur sage-femme ne prenait pas de dépassement d'honoraires à l'époque. Aujourd'hui, je sais que c'est un petit peu plus cher, qu'il faut compter à peu près, en tout cas en discutant avec des proches, à peu près 900, entre 900 et 1000 euros de ce que j'avais entendu. Non, c'est pas moins cher à l'étranger, clairement pas. Pour vous donner un ordre d'idée, au Canada à l'époque, donc il y a quand même un certain nombre d'années, on avait payé, je pense que ça devait être 2500 $ canadiens. Quand on planifiait de donner naissance à Louison au Panama, on en avait pour 4000 $ américains, donc il y a 4 ans. C'était vraiment très très cher, très très cher. Mais à ce moment-là, on n'avait pas d'autres options. Nous, ce qu'on a payé ici pour Louison, je ne me rappelle plus, mais ça devait être dans les 1500 €. On a des proches qui ont accouché, ça leur a coûté à peu près 2500 €. La sage-femme traditionnelle qu'on avait trouvée prenait 900 €. Et là, on est à peut-être 1250 €, quelque chose dans ces eaux-là. Donc ça reste des budgets. C'est des choses vraiment à planifier en amont et à anticiper pour les naissances. Donc non, je ne considère pas que ce soit moins cher à l'étranger qu'en France. Je ne pense pas que ça doive être une raison d'aller à l'étranger pour pouvoir accoucher. Si c'est pour retrouver une sage-femme, quelqu'un avec qui on sait que bébé a choisi cette sage-femme-là et que nous, on le sent au fond de nous, je pense que ça peut être une bonne idée de partir à l'étranger, mais il ne faut pas le faire, je pense, pour une question financière, parce que en plus, ce ne sera pas du tout plus rentable. En plus du fait qu'il faille ajouter les déplacements et que forcément après pour les papiers c'est toujours plus compliqué quand un enfant naît dans un pays étranger. On a 30 jours pour aller à l'ambassade du pays, pour le faire reconnaître, pour faire ses papiers, etc. Donc voilà, c'est pas forcément plus simple, même loin de là. Donc voilà un petit peu par rapport à cette question-là. C'est certain que c'est pas plus rentable d'aller accoucher à l'étranger, à la maison en tout cas. Après j'ai pas d'expérience, j'ai une copine avec qui je m'entends bien, qui a accouché il n'y a pas très longtemps dans un autre pays d'Europe et ça lui a coûté 2000 € plus ou moins pour les sages-femmes. Donc voilà, ça reste un coût et ça reste une planification, ça c'est certain. D'autant plus que ça, ce sont les actes d'accouchement. Il y a toujours bien évidemment les consultations avant, etc. Et voir ce qu'inclut les sages-femmes, s'il y a des consultations après ou non. Ahí su energía. Oh, me calentó la mano. Mira, esta está no necesitas un calentador al final. Qué bonito, ¿no? Increíble. Y, oh, ¿qué hay aquí? Oh, ¿qué hay por aquí? Pues sí. Ya está debajo de las costillas. Sí, está debajo. Es por eso que no me duele la costilla. Ay, guapo.
Estamos muy contentas, de recibirte de una manera amorosa, con toda esta energía bonita que tienes y nos compartes. Entonces, debe ser que está. Y aquí tampoco está. Sí. No, está súper. Ok. Il y a Louison qui a pris une chaise, qui s'est installée dehors et qui regarde avec des amandes en bouche, comme s'il regardait un film. Mira, Louison. ¿Quiere venir adentro? Oui. Sí. Viene. Ya pongo. Oye, ahí va tu caballito galopando. Sí, es impresionante el calor que genera. Muy lento. T'es allé chercher ton Mientras más frère de ta edad sœur? tienes, Oui. más Pourquoi? lento es. Y mientras más chiquito eres, más rápido. Pourquoi faire? Pero tengo una Que pregunta para vamos a ustedes. enseñar. Pour écouter le cœur aussi? ¿Ustedes saben cuál es el animalito que su corazón late el más rápido de todo el mundo? No. El del colibrí, el corazón del colibrí late rapidísimo. Luego el de los bebés en la panza de la mamá. Y ya luego van perdiendo velocidad conforme vamos creciendo. Galopando. Ah, ¿verdad? Galopando. Trotando es más. Y galopando es param. Ahí va. Trotando, ¿verdad? Pero... Luisón está galopando. No, también trotando. Y mamá está caminando. Y ya de Caruca y mío ni nos preguntes. Ay, se camina. El de nosotros anda de paseo. A consentirte un rato. ¿Vale? Pour terminer cette belle consultation, les sages-femmes avaient décidé de m'offrir un massage avec un rebozo, un cadeau de Noël en avance absolument parfait. Comment accoucher dans l'eau si l'on n'a pas de baignoire? Alors, la plupart des sages-femmes disposent de piscines d'accouchement. Ce sont des piscines qui sont rondes et qui sont très hautes avec des poignées, etc. Moi, j'en ai jamais utilisé. Pour Timothy, de toute façon, je pense qu'elle serait arrivée, on n'aurait rien gonflé, on n'aurait rien rempli du tout, puisque le temps que la sage-femme arrive, il est né. Donc nous, on n'a vraiment jamais utilisé. Louison, la question se posait pas parce qu'on n'avait pas la place dans la caravane. Et puis du coup, on a trouvé la piscine chauffée naturelle à quelques kilomètres de la maison. Et puis là, dans ce cas-là, on avait la possibilité donc d'en louer une, ou alors de voir avec une des sages-femmes si elle en avait une. Mais en fait, au final, on a la baignoire. Bon, le seul désavantage de notre baignoire, c'est qu'elle est basse, ce qui fait que, par exemple, je ne suis pas couverte complètement au niveau, par exemple, du bas du dos, qui est souvent la partie qui est la plus douloureuse lors des naissances, au niveau du bassin, etc. Donc, si je suis allongée dans le bain, ça va. Si je bouge, je ne suis pas couverte. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu la limite. Après, est-ce que cet accouchement sera rapide? Est-ce qu'il ne sera pas rapide? On ne sait pas. Est-ce qu'on aurait le temps d'installer une piscine et de la remplir ou pas? On ne sait pas non plus. Donc voilà, nous on n'a jamais utilisé du coup de piscine d'accouchement, mais je sais que c'est très courant et que des locations faciles se font en plus au cas où vos sages-femmes n'en auraient pas ou qu'elles ne seraient pas disponibles parce qu'elles sont utilisées ailleurs. Donc voilà, ça reste toujours une option. C'était très intéressant de A à Z comment se passe un accouchement à la maison. Si on reprend vraiment au tout début, je pense qu'il est important et je pense que vraiment ça s'adapte aussi à beaucoup en fonction des pays dans lesquels vous êtes, parce que je sais que
Par exemple, les maisons de naissance au Canada, etc. Il faut appeler vraiment le tout début de la grossesse pour pouvoir avoir une chance d'avoir de la place, sachant qu'en maison de naissance, en fait, quand on a une autre place, soit on décide d'accoucher à la maison de naissance, soit on décide d'accoucher chez soi avec des sages-femmes de garde de la maison de naissance. En France, je ne sais pas exactement comment ça se passe puisque j'ai jamais accouché à la maison en France. Ma belle-sœur a accouché à la maison en France, la marraine de Timothée a accouché à la maison en France. On a beaucoup de proches autour de nous qui ont accouché à la maison en France. À chaque fois, ça a été en fait la recherche d'une sage-femme qui a une assurance pour pouvoir donner naissance à la maison. Et puis après, c'est le déroulé un peu plus classique, avec des rendez-vous tous les temps, etc., un suivi. Et en général, le suivi, donc ça s'accélère un petit peu plus à partir du 7-8e mois, où là on va commencer à les voir un peu plus fréquemment, notamment le dernier mois, où là on se voit vraiment souvent. et alors, donc ça c'est une première chose, donc je pense que la première chose c'est déjà de trouver sa sage-femme, et puis après de voir un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne, et comment est-ce que nous en tant que parents on se sent à l'aise avec son fonctionnement. Je vais prendre notre cas là actuellement. On est sur une 4e grossesse, on sait que je peux accoucher très vite, on l'a vu avec Timothy, on sait que ça peut être plus long, on l'a vu avec Louison, donc on prend en compte le temps de trajet que vont avoir les sages-femmes. Nous, ça a toujours été, donc par exemple, pour le cas de Timothy, la sage-femme habitait à peu près une demi-heure de chez nous, le temps d'arriver de la rive sud, traverser le pont Champlain, arriver jusqu'au plateau. Elle est arrivée au moment où j'étais pas très loin d'accoucher. Donc en fait, on a convenu qu'à partir du premier symptôme, la première chose que je ressens, où j'ai le moindre doute, ou si Sébastien voit quelque chose il se dit ça se goupille, ça se prépare, intuitivement il sent, il appelle directement les sages-femmes. Et là elles se mettent en route, parce que là elles sont un petit peu plus loin que dans le cas de Timothy et Louison. Et du coup elles arrivent tout de suite. Si jamais quand elles arrivent, j'ai déjà accouché, on a aussi parlé de cette éventualité là. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment important de revoir vraiment tout le panel pour tout envisager en fait. Un accouchement, ça peut être très long, comme ça peut être extrêmement rapide. Donc dans le cas où j'ai déjà accouché, elles ont pris le temps d'expliquer à Sébastien tout ce qu'il allait avoir à faire, ou en tout cas ce qu'il doit faire, ce qu'il doit ne pas faire, les choses qui sont sa priorité. Si jamais, par exemple, imaginons, donc Sébastien a posé beaucoup de questions pour savoir, imaginons le bébé sort avec le cordon, donc elle lui a expliqué exactement comment ça se passait au niveau du sortie, en rappelant encore une fois, et ça elles nous l'ont dit plusieurs fois, une naissance qui se passe extrêmement vite. C'est une naissance où en fait tout est fluide, tout avance, mais vraiment le bébé sort et tout est ok. Et quand c'est plus long, s'il y a un problème, ça va prendre plus de temps, et dans ce cas-là, les sages-femmes ont le temps d'arriver. Voilà, donc dans le cas où bébé arrive et que les sages-femmes ne soient pas encore arrivées, c'est des choses qui arrivent très souvent d'ailleurs, les sages-femmes ont vraiment pris le temps d'expliquer à Sébastien au niveau de la sortie comment tout se passait, c'est-à-dire que parfois le bébé va sortir d'un coup, parfois la tête va sortir, et puis après la contraction suivante il fait une rotation, et puis ça sort après. Elles ont aussi expliqué le cas par rapport au cordon, de comment réagir. Et aussi, donc Sébastien avait des questions, imaginons que je vois qu'il y ait du sang, donc elle dit en fait au moment où le bébé sort il y a beaucoup de liquide et il y a très peu de sang, une femme saigne très peu, là où il peut y avoir du sang qui arrive, c'est en général après en fait au niveau de la naissance du placenta. Ça peut être, c'est là que peuvent survenir les hémorragies ou autres. Donc du coup, tout est prêt en fait chez nous. On a un certain nombre de choses qui sont prêtes. Je peux prendre des gouttes. Donc en fait, elles l'ont bien expliqué au niveau
des différents stades qui pourraient être amenés à voir. Soit on y va juste à la teinture mère de Boursa Pasteur dans la bouche ou alors directement sur le périnée. On a aussi deux ampoules d'ocytocine avec une seringue qui sont prêtes et que Seb a juste les remplir et à me piquer dans la jambe. Donc elles lui ont aussi expliqué comment me piquer pour aider à la naissance du placenta. Voilà, donc ça c'est dans notre cas actuellement où c'est un 4e bébé qui peut arriver très très vite et le temps que les sages-femmes arrivent. Dans un cas classique où le bébé met plus de temps, en fait, à partir du moment où on commence à avoir un certain nombre de contractions, en fait, on appelle nos sages-femmes tout simplement au même moment qu'on déciderait d'aller à la maternité. Après, l'avantage d'une sage-femme, c'est que on peut quand même envoyer un message, etc. Pour dire voilà, il y a ça, 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 qu'est-ce que t'en penses, etc. Mais les sages-femmes en général ne se contentent pas de ça. Elles appellent, elles écoutent le bruit qu'on fait pendant les contractions et elles savent si elles doivent arriver dans la seconde ou si elles nous laissent encore 1 heure et qu'on les rappelle dans 1 heure et qu'un bain chaud aura calmé nos fausses contractions. En fait, on fait exactement comme on ferait si on allait à la maternité, sauf qu'au lieu d'aller à la maternité, on reste chez soi dans son cocon, sa bulle. On appelle la sage-femme qui, elle, arrive avec tout son matériel. Donc nous, dans notre cas, c'est un peu différent parce qu'on a déjà tout le matériel médical ici. Parce que, voilà, justement, par rapport au fait qu'elle soit un petit peu plus loin, il vaut toujours mieux anticiper. Elles, si on les réveille en pleine nuit, elles ont juste à partir, elles enfilent une paire de chaussures et elles partent et elles arrivent et tout est déjà là. Voilà, mais dans la plupart des cas, c'est très rare qu'on ait tout le matériel chez nous. Donc une fois que les sages-femmes arrivent, c'est une naissance classique, c'est-à-dire que techniquement elles peuvent être amenées à nous faire des massages, ça c'est le rêve. Les massages des sages-femmes qui savent exactement où appuyer, avec quelle force, c'est vraiment extraordinaire, ça fait un bien fou. Et en fait, à partir du moment où le bébé va naître, il y a l'expulsion, la naissance du placenta, la révision du placenta pour s'assurer que le placenta est entier, une révision utérine si c'est nécessaire, qui n'est pas forcément quelque chose de très agréable. Moi, touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas, parce que c'est pas agréable du tout. Donc voilà, c'est pour s'assurer qu'il ne reste pas de caillots à l'intérieur si jamais il venait y avoir du sang ou que le placenta n'était pas complet. Donc ça c'est une première chose. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que doucement, d'abord on va le mettre au sein, on va le couvrir, on va le sécher, etc. Et puis tranquillement on va peser le bébé. Je crois qu'on le mesure le lendemain de mémoire, si je dis pas de bêtises, ou le jour même, peut-être le lendemain plutôt. Une fois que tout le monde s'est un peu remis de ses émotions, si jamais il y a eu une déchirure, les sages-femmes peuvent être occupées à faire un point ou plusieurs points. Voilà, les sages-femmes restent en général plusieurs heures après l'accouchement pour s'assurer que maman et bébé vont bien, que tout se passe bien, que tout est en ordre. La plupart du temps, elles s'assurent que la maison soit propre et qu'on n'ait plus rien à faire en fait, et ça c'est vraiment très 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 agréable. Et puis en général elles reviennent le lendemain. Alors nous dans notre cas, nous on a une des 2 sages-femmes qui va rester avec nous pendant 24 heures parce qu'on va aussi s'occuper de pouvoir aller faire les papiers, la déclaration dans 24 heures pour être sûr que tout soit bon au niveau des papiers. Si mon état me le permet, on ira faire la déclaration de naissance à ce moment-là. Et encore une fois, comme les sages-femmes viennent de loin, c'est pour éviter d'avoir à faire trop d'allers-retours. Comme ça, elle est directement sur place si jamais j'ai besoin de quoi que ce soit, pour pouvoir faire aussi la visite, la consultation du 2e jour, s'assurer que tout va bien. Donc voilà, et en général après c'est à voir en fonction de chaque sage-femme, mais elles reviennent tous les temps de jours, 1 jour, 3 jours, 7 jours, etc. pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit et que voilà, que la mise en place de cette nouvelle vie avec ce nouveau petit être humain se passe pour le mieux.
as-tu des conseils pour gérer la douleur, notamment à la maison où on n'a pas de péridurale? Ça revient plus ou moins à ce que je disais tout à l'heure par rapport au mental. Le mental est vraiment très 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 important. Je sais que personnellement, les vocalises peuvent faire beaucoup de bien et le fait d'être sous une douche chaude ou dans un bain chaud fait énormément de bien aussi. C'est quelque chose qui soulage beaucoup. Donc je dirais que ce serait plutôt mes conseils pour gérer la douleur. En discutant avec les sages-femmes hier, elle me disait, rappelle-toi, Michel Audin parlait du fait qu'il y a une relation très importante entre la gorge, la bouche et l'ouverture au niveau du périnée, du col, etc. Donc quand tu fermes, tu te fermes en bas, et quand tu ouvres, le fait de faire des vocalises permet justement d'ouvrir, en plus de toutes les vibrations que ça amène dans ton corps et qui t'aident et qui te soulagent, et c'est vraiment une réalité, en tout cas dans mon cas. Le fait d'ouvrir la bouche, ou en tout cas de ne pas l'avoir fermée, permet de pouvoir aider à ce que le col se dilate bien, à ce que le bébé puisse descendre et sortir. Après, il y a un certain nombre de positions aussi qui peuvent aider à faire bouger bébé, ou alors à ouvrir le bassin. Des massages, les massages peuvent faire vraiment beaucoup de bien au niveau des points sacrés, au niveau du bas du dos. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Moi, je me rappelle que pour Timothy, ma sage-femme appuyait à ce niveau-là avec ses paumes de ses mains et écartait comme ça. J'avais l'impression qu'elle ouvrait mon bassin. Ça me faisait un bien extraordinaire de soulagement, parce que Timothy était quand même sacrément costaud et ça a été très très rapide, donc j'ai pas eu le temps de réaliser beaucoup de choses, si ce n'est que c'était intense. Donc voilà, les conseils pour gérer la douleur. Je pense que la première chose, c'est de se dire que mentalement on est capable de le faire, et puis après en termes d'homéopathie, il y a un certain nombre de choses qui peuvent aider aussi. J'ai aussi une question sur les tisanes, et est-ce que j'utilisais des choses particulières en herboristerie. Alors il faut savoir que moi je bois actuellement, du coup là pendant mon dernier mois, je bois de l'ortie pour son côté plein de fer. Je bois aussi une plante qui est typique d'ici, qui m'a été conseillée par mes sages-femmes, qui sont du mouitlé. Je prends de la tisane de framboisier, qui est un utérotonique. Et je prends aussi du romarin, qui est un utérotonique. En général, la tisane qui est la plus conseillée de toute façon, c'est la tisane de framboisier. Dépendamment du nombre de semaines d'aménorrhée, on peut en prendre une tasse, 2 tasses, 3 tasses. Je vous laisserai regarder. Et en général, de toute façon, sur les sachets de tisane, de feuilles de framboisier, il y a un petit peu tous les détails par rapport à tout ça. C'est de toute façon celui qui est le plus conseillé. Le romarin est un utérotonique aussi, le jasmin est un utérotonique aussi. Donc c'est vrai qu'ils vont travailler pour que les contractions soient efficaces, parce que de toute façon on en a, alors tant qu'à faire, autant qu'elles soient efficaces et autant qu'elles agissent sur le col et autant qu'elles fassent descendre le bébé le plus possible. Donc voilà, et sachant qu'en plus on peut aussi les prendre en postpartum, parce que il ne faut pas oublier que notre ventre et particulièrement notre utérus s'est énormément étendu pendant 9 mois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours un petit peu de ventre après, plus ou moins selon les femmes, plus ou moins selon les grossesses, plus ou moins selon plein de raisons. Mais la cause en fait de ce ventre qui nous reste en postpartum, c'est l'utérus qui a besoin de temps pour se remettre en place, et c'est normal d'avoir du ventre après une naissance. Donc il y en a certaines chez qui ça part beaucoup plus vite, d'autres chez qui ça prend plus de temps, mais des tisanes utérotoniques en fait vont continuer à tonifier en fait l'utérus, qui du coup en se tonifiant perd de son élasticité et donc va pouvoir reprendre une forme normale et ensuite redevenir comme il était, mais ça prend du temps. Mais c'est vrai que les tisanes utérotoniques comme le framboisier peuvent être continuées en postpartum, justement pour pouvoir aider dans ce sens-là. Que faire si l'on hésite entre une naissance à l'hôpital ou à la maison? C'est difficile à dire parce que je pense que c'est très personnel, mais je pense que si on hésite, il faut savoir pourquoi on hésite. Entre guillemets, réfléchir à pourquoi est-ce qu'on voudrait accoucher à l'hôpital, pourquoi est-ce qu'on voudrait accoucher à la maison, et ensuite réfléchir
à la validité des deux arguments en fait. Est-ce que toutes les raisons qui font qu'on veut accoucher à la maison sont valables? Est-ce qu'elles seront suffisantes pour nous porter? Et est-ce que toutes ces raisons-là l'emporteront sur la peur de ne pas être à l'hôpital? Je crois que c'est vraiment un calcul entre guillemets personnel et du cœur de savoir juste où est-ce qu'on doit aller. Mais je pense que si on a un doute, il ne faut pas prendre de risque, parce que là ça devient vraiment un risque de se dire je vais à la maison parce que pour telle ou telle raison, parce qu'au fond de soi on n'est peut-être pas forcément totalement prêt à accoucher à la maison, et c'est ok en fait. C'est aussi ok, ça peut être peut-être pour une prochaine fois ou peut-être jamais, et en fait peu importe, du moment qu'on est à l'endroit où on se sent le plus à l'aise pour pouvoir donner la vie, que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez soi, que ce soit n'importe où ailleurs, à partir du moment où on est vraiment ok avec ça et qu'après on met les choses en place pour pouvoir encadrer ça, je pense que c'est vraiment le plus important. En tout cas, envisager un accouchement à la maison avec inquiétude, et pour moi je pense une très mauvaise idée, c'est se mettre au devant de risques et de gros problèmes, je pense personnellement. J'espère en tout cas que j'aurais pu répondre à l'ensemble des questions que vous aviez sur le sujet. J'ai essayé de faire le tour, c'était assez long, je vais essayer vraiment de couper, je sais pas trop ce que ça va donner parce que ça fait vraiment un moment que j'enregistre, donc j'espère que j'aurai réussi à couper pour que ce soit le plus condensé et complet et agréable possible aussi à regarder. Donc voilà, si ça a pu vous aider, si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à du monde, n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous, à l'envoyer autour de vous. Ça fait, nous ça nous aide beaucoup, et puis si ça peut aider d'autres personnes, c'est vraiment très chouette aussi. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort. La semaine prochaine c'est Noël. On a encore une belle semaine qui nous attend, donc je suis impatiente de vous retrouver dimanche prochain. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous.